Bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une femme capable de freiner l'actualité pour permettre à ses téléspectateurs de prendre un peu de hauteur. Voilà 7 ans qu'elle incarne un magazine dans lequel elle décrypte la société en compagnie d'experts pour nous permettre de mieux la comprendre. Et si elle est sur ce plateau ce matin, c'est pour nous parler de ses audiences excellentes qu'elle enregistre dans son émission, mais aussi pour évoquer un livre qu'elle a sorti dans lequel elle révèle sa maladie. Bonjour Elisabeth Quint. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Alors 28 minutes, c'est le nom du talk show que vous incarnez chaque jour à 20h05, c'est précis, c'est sur Arte que ça se passe. Alors ma première question est toute simple parce que je suis un fidèle de votre magazine et je me pose tout le temps cette question. Je sais. 28 minutes. Pourquoi 28 alors que 45? Ça dure 45 minutes votre émission et ça s'appelle 28 minutes. Expliquez-moi. Il n'y a rien à expliquer. C'est comme ça. Il y a des choses dans l'existence qui sont arbitraires. C'est irrationnel. Et cet arbitraire-là devient quasiment poétique, surréel, il faut l'accepter, c'est ainsi. Faites preuve de sagesse, acceptez que 45 minutes puissent s'intituler 28 minutes. Je vais essayer d'être tolérant, mais ce 28 minutes, il vient d'où? Il vient d'où ce nom? Indulgent, je vais essayer. Il vient d'où? Il vient du fait qu'au début, la première saison, l'émission durait effectivement 28 minutes. D'accord, donc c'est à l'origine, c'était effectivement... Devant le succès considérable, stratosphérique, l'émission a été peu à peu rallongée et on s'est dit, pourquoi changer une marque qui gagne? Et si la durée de votre émission est proportionnelle à son succès, elle risque bientôt de durer 2 heures, parce qu'on va parler des audiences, ça cartonne. Point trop d'infos, il faut que les gens restent sur une légère frustration qui leur donne envie de revenir le lendemain. Et hier, vous m'avez brisé le cœur, Elisabeth Quint, parce que j'ai regardé votre émission et je ne vous ai pas aperçu. Que s'est-il passé? C'était Renaud Dely, qui habituellement prend les rênes de cette émission le samedi, puisque maintenant votre émission est également diffusée le samedi. Vous n'étiez pas là hier. Pourquoi? J'étais à Nantes, j'étais chez un ophtalmologue à Nantes, car il y a un très bon cabinet d'ophtalmologie à Nantes, il y a un pôle spécialisé dans le glaucome. Or, comme j'ai un double glaucome, vous le savez, j'avais rendez-vous, c'était un rendez-vous que j'avais pris il y a très longtemps, et je devais aller voir un médecin là-bas. Bon, voilà l'explication. Voilà l'explication. Très bien, je m'étais un peu inquiété. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que vous faites partie des téléspectateurs inconditionnels de 28 minutes? Quel regard portez-vous sur cette émission? Est-ce que vous appréciez les sujets qui sont traités dans ce talk show? Vous pouvez poser toutes vos questions à Elisabeth Quint. Elle y répondra dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Elisabeth. Alors ce qui est bien, c'est que les jingles sont un petit peu au ralenti en retour en plateau. Ah oui, exactement. Je pense que là, il y a quelqu'un qui pédale en régie. Il va falloir mettre un petit peu le double accélérateur. On commence ces news médias comme chaque jour avec les audiences. Quelle est la chaîne qui est arrivée en tête du classement hier soir? Eh bien, c'est France 2 grâce à Rendez-vous en Terre Inconnue. Environ 4,6 millions de téléspectateurs ont assisté à la passation entre Frédéric Lopez et Raphaël de Casabianca, le nouvel animateur. Cela représente 23,4% du public, donc c'est un très joli score. Alors en baisse par rapport au dernier numéro, ils étaient environ 5,8 millions de curieux en novembre dernier devant le numéro avec Thomas Pesquet, ça représentait à l'époque 26,2% de part d'audience. Dans le reste du tableau des audiences, en deuxième position, on retrouve TF1 avec la série américaine L'Arme Fatale qui a rassemblé 3,8 millions de fidèles, soit 10,8% du public, suivi de M6 avec Recherche appartement ou maison. Le magazine de Stéphane Plaza a attiré 2,3 millions de téléspectateurs, soit 10,8% du public. Et quel est le score pour Caroline Roux qui proposait hier soir un numéro spécial de C'est dans l'air en prime time? Eh bien, c'est pas mal. 788 000 téléspectateurs, soit 3,4% du public. C'est un score stable par rapport à l'émission qui était proposée en prime déjà l'année dernière à la même époque. Elisabeth, qu'est-ce que vous regardez? 3%. 28 minutes, 3%, effectivement. Mais c'est vrai, on parlera des audiences qui sont évidemment excellentes dans votre magazine. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Est-ce que vous êtes plutôt documentaire, série? Est-ce que vous êtes émission de divertissement, style Vendredi tout est permis avec Arthur? Qu'est-ce que vous regardez? Vous me taquinez. J'aime bien, vous savez. Vous me taquinez, parce que vous savez, j'ai pas la télé. Vous n'avez pas la télé? Non, si, j'ai une petite télé comme ça. Quand même? Un tube cathodique encore? Vous n'avez pas l'écran? Non, j'ai un grand écran, mais pour voir des films. C'est pas branché, c'est pas relié. Vous voyez, du coup, c'est vrai que vous n'êtes pas une consommatrice de la télé. Non, je regarde le dimanche soir les JT. Oui, essentiellement. Tout de même. Mais non, écoutez, mais on peut vivre. Oui, je sais, c'est pas bien, il faut pas cracher dans la soupe, c'est paradoxal, pour qui se prend-elle, etc. Non, je suis une très vieille personne et je lis. Et je suis de la galaxie Gutenberg encore, vous voyez, le livre. Voilà. Et en fait, vous ne trouvez pas votre compte dans la télévision? L'offre ne vous correspond pas forcément? C'est formidable. Et, écoutez, moi, je considère que 28 minutes que nous proposons sur Arte,
s'insère, est enchâssé dans la meilleure chaîne du PAF, j'ai le droit de le dire, Arte, quoi. C'est vrai. Et que les programmes d'Arte sont géniaux. Et je regarde, bien sûr, mais je les consomme sur Internet. Voilà, en replay. Et sinon, l'offre est ce qu'elle est, et je n'ai pas envie de la juger. Voilà. Très bien, mais pourquoi vous considérez qu'Arte est la meilleure chaîne du PAF? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette offre? C'est vrai que les séries... L'humour, les séries, les documentaires, les films, les magazines culturels de tout genre, magazines que ce soit d'exploration, la culture européenne, etc. Et le ton. Le ton avec lequel on s'adresse aux téléspectateurs, qui est un ton non pas de connivence, mais un ton d'humeur, d'humour, de complicité, et avec néanmoins une vraie forme de tenue et de dignité. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'Arte dans cette chronique audience, puisque régulièrement la chaîne dépasse le million en prime time et réalise de très très bons scores. On poursuit ces news médias avec la séquence télé d'hier soir, vraiment la chose que tout le monde attendait. D'ailleurs, le pays était au ralenti à cause de ça. La réconciliation tant attendue entre Franck Gastambide et Frédéric Lopez. Ouais, alors pour comprendre la séquence qu'on va vous montrer juste après, il faut rappeler que les deux personnalités étaient en froid depuis le tournage de Rendez-vous en Terre Inconnue qui est passé donc hier soir sur France 2. En fait, le comédien et réalisateur de Taxi 5 n'avait pas supporté que l'animateur le lâche à l'aéroport quelques minutes seulement avant de s'envoler pour l'Himalaya. En fait, c'était une surprise orchestrée pour passer la main à Raphaël de Casabianca, le nouvel animateur. Alors, mise en scène ou pas, ça a donné lieu hier soir à une réconciliation. Regardez. Le film vous a plu? Bien sûr. Fred, je sais que... Je l'entends une deuxième fois. Et vous avez plu? Voilà, donc vous avez compris, il y a un petit souci technique, donc ça on a compris la teneur. La teneur, après il se serre dans les bras, voilà. Une étreinte, une réconciliation. Séquence émotion immanquable. Bon, effectivement, on vous rediffusera la séquence prochainement dans le Buzz TV quand l'ordinateur aura décidé de fonctionner correctement. Elisabeth, est-ce que vous aimeriez participer? Alors non, je ne vais pas vous demander de commenter la séquence qu'en plus on n'a pas eu la chance de voir, mais est-ce que vous aimeriez participer à une émission d'aventure, comme c'est le cas par exemple sur M6 avec Mike Horn, alors que peut-être vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas une femme qui aime se surpasser dans la nature. Et avec trois gugus qui suivent avec une caméra sur l'épaule et qui vous filment. C'est le principe. Voir en difficulté. Mais formidable, mais le principe est très bien, mais sans pas moi. Pour vous. Non, l'aventure reste dans la sphère intime, privée, que ce soit l'aventure au bout de la route, au bout de la rue, comme on disait en 68, je n'étais pas née, ou l'aventure à l'autre bout du monde. Non, mais il n'est pas question que cette aventure soit scrutée et épiée et filmée. Bon, très bien, il va falloir aller devant chez vous pour vous voir à l'aventure, alors pas à la télévision. On termine ces news médias avec toute autre chose. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu une décision. Cette fois-ci, ça concerne Touche pas à mon poste. Ouais, une nouvelle fois. Hier, le jugement a été rendu. En fait, il faut se rappeler qu'il y a 5 mois, il y avait un débat houleux qui s'était produit dans Touche pas à mon poste sur le viol conjugal. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna avaient débattu sur une séquence passée dans Loving Fun, une émission de Fun Radio. Il y avait eu 600 signalements à l'époque auprès du CSA. Aujourd'hui, le CSA estime que les propos de l'animateur et des chroniqueurs étaient maladroits. Néanmoins, ceux-ci ne visaient pas à nier l'existence du viol conjugal ou à minimiser le traumatisme qu'il constitue, nuance l'instance. Alors pour une fois, il n'y a pas de sanction à l'encontre de TPMP ou de C8. Le Conseil appelle simplement la chaîne à veiller à ce que les discussions soient sur des questions complexes et sensibles, ne conduisent pas à une simplification extrême de leurs enjeux. Elisabeth, est-ce que vous pensez que c'est le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'expliquer comment on doit s'exprimer à la télévision? Est-ce que là, ils sont dans leur rôle, selon vous? Ils sont dans leur rôle, même si on pourrait dire c'est une chaîne privée. Oui, je pense qu'ils sont dans leur rôle, parce que la télévision, je dirais, le lieu où ont lieu les débats. Par ailleurs, je suis frappée par la manière incroyablement pusillanime dont le CSA émet son avis. C'est maladroit, mais pas beaucoup plus. Ils auraient pu juste dire c'est indigne, non? Ça leur aurait pas tellement écorché, je veux dire, les lèvres, et ça aurait eu le mérite d'être clair. Donc je trouve l'avis du CSA trop alambiqué et entortillé.
En tout cas, là où il n'y a pas d'avis qui ne sont pas tranchés, c'est dans 28 minutes, dans votre émission en tout cas. C'est vrai que là, il y a des vrais débats et on en parle tout de suite donc, dans l'interview du Buzz TV. Votre émission, c'est chaque jour, à 20h05 sur Arte. C'est une émission dans laquelle vous évoquez l'actualité avec des experts qui se trouvent en plateau. Alors la question que je me pose, c'est quelle est la différence entre votre émission donc, sur Arte et C'est dans l'air sur France 5, où là aussi, il y a des experts qui débattent d'un sujet d'actualité assez pointu? La différence, c'est qu'il n'y a pas que des experts chez nous. D'abord, dans l'émission, il y a une partie débat, mais avant, vous savez qu'il y a une première partie dans laquelle nous recevons des invités, soit des acteurs de la vie culturelle, soit des témoins qui viennent évoquer quelque chose de particulièrement singulier, qui a trait à leur expérience, à leur existence, à leur destin. Donc ça, c'est déjà différent. Et puis, quand vous employez ce mot expert, on le voit tout de suite avec des guillemets, guillemettés, donc. Il n'y a pas que des experts. On a aussi, parmi les gens qui viennent débattre et qui sont toujours trois, des gens qui vivent ou qui ont vécu le terrain. C'est pas seulement des journalistes ou des économistes médiatiques. Enfin, voilà, le mot expert est un tout petit peu trop réducteur par rapport à la palette large des invités qui interviennent dans nos débats. C'est vrai qu'on reproche souvent... Et puis la différence, c'est le ton aussi. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on reproche souvent à ces talk-shows d'actualité et même surtout aux chaînes d'information en continu d'inviter systématiquement les mêmes intervenants. Vous, comment vous les choisissez, ces personnes qui sont dans votre émission? Écoutez, on les choisit. Nous sommes un certain nombre à les choisir. Il y a un pôle de programmation qui comporte 4 personnes. Il y a des rédacteurs en chef qui sont 3. Il y a moi aussi. Et on essaye précisément de ne pas toujours faire revenir les têtes de gondole médiatiques omniprésentes partout. Donc d'aller chercher des chercheuses d'abord, des femmes. On veille à ce qu'il y ait le plus de femmes possible. C'est un engagement de votre part qu'il y ait des femmes dans votre émission? C'est un engagement, et c'est pas juste un engagement contractuel ou parce qu'un engagement fondé sur des statistiques. C'est un engagement fondé sur une volonté et une conviction que les femmes sont aussi bonnes que les hommes. Enfin, je veux dire, la question ne se pose pas. Donc il y a des femmes, beaucoup de femmes, et effectivement les programmatrices, qui sont toutes des femmes par ailleurs, cherchent des invités qui ne soient pas les fameuses têtes de gondole. Quelquefois il en faut, mais pas toujours. Alors cette saison, votre magazine souffle ses 7 bougies. Lorsque vous l'avez lancé en 2012, est-ce que vous pensiez que votre émission aurait une telle longévité à ce moment-là? Je pensais comme de la pensée zen qu'aujourd'hui était aujourd'hui et demain demain. C'est-à-dire qu'on ne pensait même pas à la saison d'après. Quand on a lancé l'émission, effectivement, c'était en janvier 2012, pour vous faire rire, vous qui savez ce que c'est que de travailler dans un contexte de vraie humilité, voilà, comme ça, industriel. Il n'y avait pas de script, on ne connaissait pas la durée de l'émission à l'avance, enfin voilà, c'était de la radio filmée. On était dans un espèce de décor de galactique, bon, mais un peu de briques et de broc, ça ressemblait à du Ed Wood, le décor. Et voilà, et malgré tout, il y avait une promesse non pas sur la forme, mais sur le fond, c'est-à-dire de proposer à une heure de JT, comme on dit, à l'heure de grande écoute des journaux télévisés, des débats de fond sur un sujet d'actualité et pas d'enquiller les petits sujets les uns derrière les autres. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions et les premières réactions sont arrivées, ça. Oui, il y a beaucoup de monde sur la page, notamment Aude qui vous dit bonjour à une journaliste brillante. Enfin voilà, plus de qu'elle parle, Sarah. Ah ça, je vous confirme que c'est vous. Et j'ai Bertrand, alors une question de Bertrand sur le Figaro.fr qui s'étonne de ne pas vous voir sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Cache ta vie comme le réseaux sociaux. J'adore ce proverbe égyptien. Non, je vais un peu sur Instagram parce que c'est de l'image, mais il est hors de question que je me m'en-tweete. Je ne m'en-tweeterai parce que ça ne m'intéresse pas. Vous pensez que c'est un peu... vous voulez vous protéger de cette violence? Vous voulez dire? Réducteur, et oui, c'est vrai que c'est difficile d'exprimer sa pensée en si peu de signes. Non, mais 140? Oui, parce que je sais quand même. Non, mais il me regarde comme si j'étais un dinosaure. Non, je suis un dinosaure. C'est un peu plus long, je crois, maintenant. On peut écrire plus long. Mais non, mais alors, écoutez, alors les gens qui vont sur Twitter, centre-regard de commenter, etc. De l'air. Il faut avoir un avis sur tout, c'est vrai, sur Twitter. Il faut avoir un avis sur tout. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour émettre en permanence, toute la journée, des avis, surtout, c'est pas du tout ma nature. Vous pensez que les réseaux sociaux ont considérablement changé la façon dont on exerce notre métier, nous, aujourd'hui, en tant que journalistes? Oui, je pense que non seulement considérablement changé, mais c'est marrant, je me souviens de la Ligue du LOL. Vous vous rappelez ce scandale qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps? Exactement. C'était des journalistes harcelés. C'était de l'entre-réseautage, du mail-banding, comme on dit en bon français, c'est ça, des journalistes mâles qui harcelaient et qui s'enorgueillissaient de leur puissance sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je suis infiniment prudente par rapport aux réseaux sociaux, qui corrodent pas mal de choses dans la sphère démocratique dans laquelle on vit.
Alors je disais, votre magazine fête ses 7 ans. Quel bilan, vous, en tant que présentatrice, tirez-vous de toutes ces années? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez eu des moments heureux? Quel bilan tirez-vous? Alors, des moments heureux, plein, tout le temps. Encore ce soir, Dany Laferrière vient pour évoquer le printemps et la francophonie. Je pense que ça va être formidable. Oui, plein de moments heureux. Des difficultés de quel ordre? Des difficultés peut-être au début pour vous installer, vous le disiez, c'était très modeste avant. Comment avez-vous fait, par exemple, pour décoller? Parce que c'est vrai qu'au début, vos moyens étaient très... Non, mais honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire, on était persuadé d'avoir un format qui susciterait sans doute la curiosité et l'appétence dans le public. On savait qu'on était à un carrefour incroyablement concurrentiel et en même temps, c'était un pari. On s'est tenu à notre idée, on a persisté. Voilà, la persistance dans l'être. Voilà. Et il se trouve que nous sommes, car je ne suis pas toute seule, nous sommes, c'est un collectif, des gens qui ont du talent, qui écoutent les autres, qui ont à la fois la vraie conscience de leurs valeurs, mais qui ont une forme d'humilité malgré tout, enfin tous les chroniqueurs, tous les intervenants. Et il y a un esprit particulier sur ce plateau qui fait que je suppose que ça rencontre l'envie des gens qui sont de l'autre côté, qui nous regardent. Et la recette fonctionne, puisqu'aujourd'hui... on parle beaucoup de l'actualité franco-européenne, on parle beaucoup de l'actualité européenne, on parle beaucoup de l'actualité internationale, c'est aussi notre spécificité. C'est lié à l'ADN d'Arte aussi, de parler beaucoup de l'Europe. Ouverte sur le monde, bien Exactement. sûr. Alors, voilà, ça fonctionne, 700 000 téléspectateurs en moyenne depuis ce début d'année, 3% de part d'audience en moyenne. En 5 ans, vous avez triplé d'ailleurs ce pourcentage, c'est incroyable. Est-ce que vous avez des objectifs d'audience, vous, Elisabeth Quint? Est-ce que dans votre hôtel, vous avez des objectifs? Ou alors là, peut-être que vous avez touché un plafond de verre, parce que comme vous le disiez, vous vous trouvez sur une case extrêmement concurrentielle. Vous avez des JT sur TF1 et sur France 2, vous avez du divertissement sur C8, de l'infotainment sur TMC avec Quotidien. Est-ce que vous avez un objectif d'audience particulier en tête? Est-ce que vous dites là, ce serait bien que je le million. On a déjà eu des pics avec 1 million de téléspectateurs. Dépasser la concurrence, peut-être? Non, mais on ne pense pas comme ça. Enfin, c'est Arte, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai. Bien sûr que tous les matins, nous regardons les audiences, mais sans faire des psychodrames. Si jamais il y a eu 0,1 en moins, moi, je n'ai pas d'objectif d'audience, j'ai un objectif d'excellence. C'est d'une prétention totale. Mais c'est vrai, et pourtant c'est vrai. Alors c'est vrai que lorsque l'on parle d'audience, notamment sur cette case-là, on évoque souvent cette guerre des chaînes, vous savez, entre C8 avec Touche pas à mon poste, Quotidien sur TMC et C'est à vous sur France 5. Arte, la grande oubliée, on en parle très peu dans cette guerre de l'audience. Pourquoi, selon vous? Heureusement, ici, oui. Ici, on en parle, heureusement, mais... Si, de plus en plus. C'est vachement embarrassant d'être un acteur dans une guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, les gens d'Arte, la présidente d'Arte, Véronique Ella, est toujours embarrassée. En même temps, évidemment, l'audience, c'est important parce que c'est juste le thermomètre de l'envie et de l'amour du public. Mais se retrouver acteur dans la guerre des chaînes, c'est un truc qui est un peu démoralisant. Il y a cette espèce de dimension martiale, viriloïde, dans la guerre du truc. Donc on s'inscrit dans le panorama et Arte progresse. C'est tout ce que l'on veut dire et c'est tout ce que l'on veut. On veut faire état de ça, mais pas d'une guerre. Alors dans 28 minutes, vous évoquez aussi assez régulièrement, vous savez, cette crise des gilets jaunes qui secoue le pays depuis maintenant quelques mois. Vous, en tant que journaliste, quel regard portez-vous sur ce mouvement? C'est passionnant, j'imagine, à suivre. Bien sûr. Et encore, je ne suis pas allée dans la rue, je suis plutôt allée avec les gamins qui manifestaient pour qu'on prenne en considération l'urgence climatique. Je ne suis pas allée sur les carrefours. Certains journalistes ont été à la rencontre des gilets jaunes. Oui, c'est complètement inattendu, inédit. Donc ça force à faire très très attention dans le commentaire et dans la manière de tenter d'en rendre compte. Donc il faut lire, moi je lis, je m'informe, voilà. Sarah, des commentaires? Oui, j'ai une nouvelle question de Nicolas qui se demande si vous êtes l'antithèse parfaite de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas sur le même registre, effectivement. On n'est pas comparables. Enfin, j'entends le mot parfait, ça me fait plaisir. Merci Nicolas. Mais non, mais on n'a rien à voir au niveau de l'offre et de vous en pensez quoi, vous, de cette émission? Ah non, ne me faites pas. Ne me faites pas donner des avis. J'ai un camarade, Éric Nolot, qui participe de temps en temps, je veux dire, qui est un type de grande valeur et qui a remonté le niveau avantageusement. Écoutez, il faut tout pour faire un monde, même des choses relativement hybrides, étranges, voilà.
Ouais, c'est du divertissement, effectivement. Alors dans votre magazine, vous posez, vous prenez du recul, vous traitez les sujets à froid, contrairement à BFM TV. Enfin, à froid, comment ça à froid Le soir même. Oui. À froid Oui, attendez, ce soir, on va évoquer la rencontre ahurissante et problématique entre Bolsonaro et Trump. Elle a eu lieu hier, on ne peut pas être plus à chaud. Bien sûr, mais vous prenez beaucoup de recul, vous analysez les choses. Contrairement à BFM TV, CNews... BFM TV, c'est un robinet d'images. Et BFM TV, on pourrait gloser pendant des heures sur le rôle de BFM TV, notamment dans la crise des Gilets jaunes, qui prétend apporter une analyse et qui en même temps sont un acteur. BFM TV est un acteur qui a besoin des Gilets jaunes pour renforcer son audience, donc qui est dans un espèce de rôle incroyablement pervers par rapport à ça. C'est pas du tout notre métier. On n'est pas un robinet d'images, on est une émission de débat, donc de réflexion. Enfin, et je mets des guillemets avec l'humilité évidemment inhérente à ce mot réflexion. Mais on est donc, c'est pas qu'on est à froid, c'est qu'on a le recul inhérent au fait qu'on ne diffuse pas des images et des images. On n'est pas dans une espèce de surenchère folle d'images qui permet d'alimenter l'hystérisation. On essaye plutôt de calmer et de prendre du recul. Vous comprenez toutes ces critiques qui se sont abattues notamment sur BFM TV, sur le traitement médiatique des Gilets jaunes. Il y a eu une motion de défiance en interne de la part des journalistes. La chaîne a été vraiment critiquée. Vous les comprenez Il y a eu quelque chose d'assez univoque dans le traitement, au niveau du fond, et puis il y a une réflexion à mener aussi sur la façon dont alimenter ce torrent d'images sous prétexte juste de témoigner et de relayer ce qui se passe ne rentre pas dans une espèce de logique où BFM a besoin des Gilets jaunes autant qu'ils ont besoin de BFM. Il y a un système qui est très très pervers. Il faut dire que les audiences fonctionnent très bien pour BFM TV, notamment en cette période de crise. BFM est devenu un acteur de ce mouvement. Alors c'est trop facile de dire nous nous contentons d'observer, ils sont acteurs pour des raisons économiques. Alors 25% des Français font confiance aujourd'hui aux médias, le chiffre est très bas, c'est quand même assez alarmant. Vous en pensez quoi de cette défiance du peuple vis-à-vis des professionnels de l'information qui exercent votre profession ? D'abord, les sondages sont toujours à prendre avec précaution, c'est à un moment donné. Et puis, je pense que c'est quand même aussi beaucoup un effet des réseaux sociaux, avec une offre surabondante qui relaye des fake news, qui relaye des fake news, qui ont ce côté incroyablement séduisant. Exactement. Parce que c'est fondé sur le complot, sur le conspirationnisme. Il y a un côté spectaculaire, totalement dingue, surréaliste, archi-séduisant. Ça permet de ne pas réfléchir et de se dire, voilà, engouffrons-nous là-dedans. Et ça permet de se dire, je pense, contre la doxa. Voilà. Donc ça, c'est le problème des fake news. Sarah, on va refaire un dernier tour du côté des internautes. Choisissez bien la question. Oui, et puis il y a des nombreux fidèles comme Sarah qui dit une émission sans prétention, sans moquerie, une émission saine, voilà, qui est une fidèle de 28 minutes. Et j'ai une question de Myriam qui se demande pourquoi vous ne recevez pas des gilets jaunes sur votre plateau. C'est vrai que vous n'en avez pas reçu, je crois. Oui, de la même manière qu'on n'a pas reçu de cheminots pendant la grève des cheminots, de la même manière qu'on n'a pas reçu encore de jeunes, alors qu'on s'intéresse beaucoup à ce mouvement, à cette espèce de prise de conscience de la jeunesse. Oui, c'est un choix. On ne reçoit pas. On n'est pas comme d'autres émissions talk qui les reçoivent. On reçoit des gens qui prennent un tout petit peu de recul et qui analysent les phénomènes. On ne reçoit pas les acteurs immédiats. Ça changera peut-être, mais pour le moment, non, c'est notre ligne. C'est une façon de ne pas hystériser l'information aussi, peut-être ? C'est une façon de ne pas hystériser l'information, de ne pas être dans un truc qui est complètement polarisé entre la parole de quelqu'un qui va automatiquement amener une polarisation et on essaye d'ouvrir. Alors, vous avez récemment sorti un livre intitulé « La nuit se lève » aux éditions Grasset, dans lequel vous révélez être atteinte d'un double glaucome. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, c'est quoi exactement un double glaucome ? C'est une neuropathie, autrement dit, c'est une dégénérescence du nerf optique qui est due à trop de pression dans l'œil. Voilà. Donc quand la pression exercée à l'intérieur de l'œil est trop forte, ça appuie sur le nerf optique qui s'autodétruit et à terme, quand on ne peut pas soigner la chose, ça entraîne la perte de vision. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints d'un glaucome, simple ou double, dans le monde. En France, 1 million. Ce n'est pas le chiffre intéressant. Le chiffre intéressant, c'est les 400 ou 500 000 Français qui sont atteints d'un glaucome et qui ne le savent pas. Car c'est une maladie asymptomatique. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sans savoir que vous l'avez. La seule façon de savoir que vous êtes malade, c'est de vous faire dépister. Donc, il faut de l'information et il faut inciter les gens à se faire dépister. C'est aller chez l'ophtalmo. Je regarde les caméras. Non, mais c'est vrai, c'est aller chez l'ophtalmo et dire regardez mon nerf optique, faites-moi un fond d'œil et prenez ma pression.
La tension dans mon œil, voilà. Si la tension est élevée, l'ophtalmo dira il faut faire des examens supplémentaires. Et c'est une maladie chronique qui peut entraîner la cécité, donc c'est une vraie maladie. Donc il faut absolument du dépistage. Comme votre maladie est traitée, vous, aucun risque que vous ne perdiez la vue? Ma maladie est traitée, mon glaucome est assez aggravé, donc je le tiens à l'œil, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Et comment on se rend compte qu'on est atteint d'un glaucome? En fait, vous dites qu'il faut se faire dépister. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous laissent penser qu'on est atteint de cette maladie? Il y a des conditions qui rendent le glaucome plus probable si vous êtes très myope. Ouais. Si dans vos ascendants, des gens ont déjà eu cette maladie, il vaut mieux aller tout de suite chez l'ophtalmo pour prendre... Je veux dire, c'est très simple, quoi. Ça fait pas mal, voilà, c'est rapide, mais on sait. Et sinon, si on a le sentiment qu'on a un champ visuel qui se rétrécit par le haut, par les bords, là, il faut tout de suite aller consulter. Ouais. Donc, faites-vous dépister, c'est pour ce message, c'est pour envoyer ce message que vous avez décidé de prendre la plume? Pas seulement, c'est aussi pour témoigner, pour expliquer ce que c'est que de vivre avec la hantise de perdre partie ou tout de la vision, à une époque d'abord où tout est fondé sur l'image, et puis juste parce je suis un être humain et que nous perdons tous quelque chose tous les jours. Nous perdons des minutes, du temps de vie, etc. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait par rapport à la perte? C'est une réflexion avec un peu plus de recul sur comment est-ce qu'on scoltine la notion de perte qui est inhérente à notre condition. Très bien, Elisabeth Quint, une dernière question que je voulais vous poser. La saison prochaine, est-ce que vous serez toujours aux commandes de 28 minutes? Vous le savez ça déjà? Suspense. Oui. C'est vrai. Mais voilà, on termine sur une bonne nouvelle. Oh, c'est formidable. Chouette, ils ne se débarrasseront pas de moi sitôt. Génial. Eh bien, vous continuerez justement à ponctuer nos soirées. Merci beaucoup, Elisabeth Quint, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve donc chaque jour dans 28 minutes. C'est à 20h05, c'est très précis, sur Arte que ça se passe. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau, comme chaque jour. Merci, chers internautes. Oui, puis ils étaient apparemment assez nombreux, effectivement. Et on se retrouve demain donc pour un nouveau Buzz TV avec un auteur de livre. Cette fois-ci, lui aussi, il a écrit un bouquin, ça s'appelle « T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne ». Vous l'avez très certainement redécouvert sur Énergie, vous l'avez très bien connu sur TF1 à l'époque de la méthode Coé. Il s'agit de Sébastien Coé, que nous recevrons demain donc sur ce plateau pour nous parler de son livre, plus de ses activités à la radio. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.